Bonjour à tous et bienvenue. Je voudrais vous proposer aujourd'hui les premiers pas sur Linux Mint. Alors c'est à peu près la même chose sur tous les Linux aujourd'hui, mais c'est vrai que quand vous installez un Linux, vous arrivez souvent sur une interface qui ne vous est pas familière si vous avez passé toute votre vie sur macOS ou sur Windows. Quoique sur macOS, comme à la base il y a un Unix à l'intérieur, vous avez quand même quelques repères qui peuvent être communs. Bon, alors je vais vous montrer ça et ça vous permet de mettre, ou en tout cas de prendre en main correctement votre système. On va partir du principe qu'on fait suite à cette vidéo-ci où vous avez pu installer Linux sur votre ordinateur. Voilà, c'était du pas à pas, très simple, ça n'a pas changé depuis, ça fonctionne toujours de la même manière. Voilà. Après, vous n'étiez pas obligé de le mettre aux côtés de Windows, vous pouviez remplacer Windows, là c'est vous qui choisissez. Mais globalement, une fois qu'il est installé, vous arrivez ici sur cet écran d'accueil d'une personne, je viens de l'installer pour elle. Et donc je me suis dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion de faire un petit tuto là-dessus. Alors, comment ça marche? En réalité, vous voyez que globalement, avant de s'occuper de la fenêtre blanche ici, vous avez la possibilité d'avoir directement ici, vous voyez, le petit menu démarrer. Ok, c'est exactement comme sur les anciens Windows. Alors vous pouvez le paramétrer autant de fois que vous le voulez, puisque je vous rappelle que Linux, en fait, il y a énormément de programmes et on en fait ce qu'on veut. Si on veut le menu au milieu de son écran, on peut le faire. C'est pas pratique, mais c'est faisable, d'accord? Donc vous embêtez pas. Première chose, un tour rapide de ce qu'on va faire. Alors ici j'ai mis mon nom, mais je vais effacer la session bien sûr avant de le remettre au client. Mais globalement, on retrouve ici tous les favoris, c'est-à-dire les choses qu'on va avoir et qu'on va utiliser le plus souvent, selon lui. Ensuite, vous avez récemment utilisé, donc moi pas grand chose. Vous avez toutes les applications, on verra pas tout parce que ça sert à rien. Moi, je voulais vous montrer un petit peu les rapides choses que vous pourriez avoir ou voir en tout cas. C'est les accessoires avec évidemment tout ce qui va dedans, comme notamment tout ce qui est prise de notes. Exactement comme sur Windows. En réalité, ça change pas. C'est la même chose sur macOS d'ailleurs, la calculatrice et tout ça. Vous avez le bureau. C'est des logiciels qui sont installés automatiquement. J'ai rien installé depuis. Et donc, vous avez tout ce qui est LibreOffice avec la dernière version mise à jour qui vous permet tout simplement d'avoir de quoi écrire des courriers, faire des factures, calculer des méthodes, etc. Ce que vous voulez, faire des présentations également. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Et donc vous avez ici déjà tout plein de choses qui sont automatiquement installées, chose qui n'est pas forcément le cas lorsque vous installez Windows. Pour le graphisme, vous avez bien sûr la possibilité d'avoir un utilitaire de dessin, on peut comparer ça à Paint à peu près. On peut aussi numériser un document, donc c'est déjà inclus à l'intérieur. Et puis vous pouvez bien sûr gérer et organiser vos images avec Pix par exemple. Avec tout ce qui est Internet, bon là vous retrouvez évidemment les applications web si vous en avez. Sinon je vous ai déjà montré sur cette chaîne comment en créer, on reviendra là-dessus probablement. Des discussions en ligne si vous le souhaitez, bien sûr vous pourrez changer vos logiciels pour choisir les logiciels qui vous plaisent, ça c'est les logiciels par défaut bien sûr. Vous avez Thunderbird qui est inclus bien sûr, Firefox qui est le navigateur par défaut en général sur Linux, et puis ici pour partager des fichiers. Dans le côté multimédia vous avez différentes choses pour le son notamment, ou pour regarder la télévision ou pour regarder des films. Vous pouvez bien sûr mettre votre lecteur préféré, par exemple VLC qui est très performant et également open source, spécialement créé pour Linux à la base. Et puis enfin vous avez tous les paramètres, et dans les paramètres vous avez plein de choses. Vous pouvez gérer bien sûr l'accessibilité, gérer les adaptateurs Bluetooth, vous pouvez gérer bien sûr tout ce qui concerne l'apparence, on va y revenir là-dessus, tout ce qui concerne le bureau également, voilà, ça c'est important, également les dates, heures et compagnie, les disques, voilà, vous pouvez gérer les langues, vous pouvez gérer les mots de passe, on va y revenir justement sur le gestionnaire de mots de passe, etc. pour toujours gérer les imprimantes, voilà, tout ça c'est dans paramètres. Et puis dans système, vous avez effectivement les imprimantes pour les configurer notamment à la main, voilà, vous avez un petit peu tout ça, voilà. Bon, je vous laisserai regarder, mais globalement si vous avez une utilisation tout à fait normale, en fait vous avez déjà le Wi-Fi puisque vous l'avez paramétré en installant votre ordinateur. Vous avez déjà la langue puisque normalement elle est déjà paramétrée, mais vous avez vu que vous pouvez la changer à tout moment ici directement, soit dans paramètres, soit dans système, et vous pouvez tout simplement y aller. Alors ça s'appelle langue, je sais plus où c'est exactement, voilà, ici langue, voilà. Donc vous voyez, c'est pas difficile. Vous avez aussi une barre de recherche ici si vous ne savez plus où c'est. Par exemple, vous êtes là perdu et vous voulez les langues, vous tapez langue et hop, vous tombez dessus, exactement comme sur Windows ou sur macOS ou sur tout ce que vous voulez. Vous voyez, il n'y a pas grande différence, c'est exactement la même chose.
avec la majorité des logiciels. Et en plus, les logiciels que je propose sur Simple et Gratuit, souvent sont des logiciels qui sont open source et qui fonctionnent évidemment aussi bien souvent sur Linux. Pas tous évidemment, mais bien souvent. Voilà, sinon vous me dites, moi je vous donnerai des compléments, des choses qui peuvent correspondre. Ce qui est important maintenant, eh bien c'est ce message d'accueil. Message d'accueil que vous n'êtes pas obligé d'avoir au démarrage, hein, vous pouvez le décocher directement ici par exemple, c'est vous qui voyez. Mais voilà, au premier démarrage, il va vous aider à configurer un petit peu Linux en fonction de vos besoins. Et ça, c'est très important. Dans les premiers pas, donc soit vous faites c'est parti ici, soit vous faites premier pas. Et ici, vous voyez, vous avez plein de choses que vous allez pouvoir paramétrer. Alors ne vous inquiétez pas si jamais vous fermez la fenêtre par inadvertance ou parce que vous en avez assez, vous dites je ferai ça plus tard et puis vous aviez décoché ça, zut, eh bien vous pouvez bien sûr tout retrouver directement dans les paramètres ou bien dans le système. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ici, c'est juste une sorte de raccourci pour que ce soit plus simple. Vous pouvez changer la couleur du bureau. Si le mode un peu dark, un peu sombre comme ça ne vous plaît pas, vous voulez pour des questions peut-être parce que vous aimez vous éclater les yeux, vous voulez tout mettre en blanc, c'est faisable évidemment. Il y a des tas de thèmes, vous pouvez même configurer les propres vôtres. Il suffit de cliquer sur lancer, vous voyez, vous arrivez dessus et vous avez ici différents styles qui sont automatiques. À partir de là, une fois que vous avez choisi un style, vous allez pouvoir donc, vous voyez, cliquer dessus et vous arrivez sur les icônes. Vous pouvez voir la police également, c'est-à-dire que la police par défaut, c'est du Ubuntu Regular, mais vous pouvez très bien, par exemple, passer sur du Arial et par exemple, au lieu que ce soit écrit en 10, en petit, quoi, par exemple, le mettre en 14, comme ça, c'est écrit beaucoup plus gros et ça va changer tout le système, ce qui fait que tout va être écrit en plus gros et c'est plutôt pratique pour ceux qui ont du mal à voir. C'est vrai que c'est pas quelque chose d'assez simple, d'aussi simple à faire sur Windows, par exemple. Vous voyez, vous pouvez changer vraiment pas mal de choses et ici, les paramètres. Après, vous pouvez sauvegarder, donc quand vous cliquez, ça sauvegarde automatiquement, donc on peut fermer tout simplement. Ok, à partir de là, donc ça c'est la couleur. Ensuite, vous avez tout ce qui est les instantanés du système, d'accord? C'est une sorte de prise automatique d'instantané du système. Ça vous fait, comment dirais-je, comme une photographie de votre système. Et si jamais ça plante, eh bien vous pouvez revenir à une photographie antérieure qui aura été prise hier, avant-hier, avant-avant-hier, et vous allez retrouver votre Linux exactement comme il était, avec exactement les mêmes programmes et tout ça. Donc c'est plutôt bien. C'est l'équivalent de restauration hein, sur Windows, entre autres. Donc là, vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez sur quelque chose. Alors, dans un premier temps, il va falloir mettre votre mot de passe. D'accord? Le mot de passe, il va être utilisable très très souvent sur Linux Mint. Et sur tous les Linux en général, c'est comme sur macOS, en fait, dès que vous faites une modification système ou que vous téléchargez quelque chose sur votre ordinateur. Pourquoi? Comme ça, si jamais il y a un fichier qui se télécharge sur votre ordinateur, eh bien, c'est que vous aurez donné votre aval. Donc, c'est plutôt sécurisé. Hein. Donc, ici, moi, je vais mettre mon mot de passe, tout simple. Alors, j'ai mis un mot de passe de démo ici. Je fais s'authentifier et je vais avoir mon application qui va s'ouvrir. Voilà. À partir de là, on va pouvoir sélectionner un petit peu ce qu'on veut afficher, ouvrir comme on veut. Il n'y a pas de souci. Hein, donc, ça va se faire tout simplement. Donc là, dans un premier temps, je vais faire suivant, par exemple. Et là, il va estimer la taille de mon système. Et puis après, il va me dire, tiens, combien de place vous voulez réserver au stockage des images? Ça correspond à 2 images, à 3 images, à 10 images. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sauvegarde? Qu'est-ce que vous ne voulez pas sauvegarder, etc. Donc, vous voyez, c'est plutôt sympa. Ça fonctionne bien et ça se fait naturellement tout seul. Et comme c'est écrit en français, on ne stresse pas. Hein, c'est important. C'est vrai que passer à Linux, souvent on entend ça de la bouche des geeks, mais en réalité, il n'y a pas besoin. Un geek, c'est un petit génie de l'informatique, ou en tout cas quelqu'un qui bidouille dur. Non, il n'y a pas forcément besoin. Aujourd'hui, Linux, c'est pas comme il y a 10 ans, c'est pas comme il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, comme moi je m'y suis mis, par exemple, où on devait absolument rentrer toujours dans les lignes de commande, le terminal et tout ça. Parfois, on aura besoin de rentrer dans le terminal, dans les lignes de commande et tout ça. Ok. Donc là, moi, c'est une version de démo, donc forcément, j'ai un tout petit disque que j'ai prévu dessus, mais voilà, je l'ai prévu comme ça, mais voilà, parce que j'ai prévu ça pour un client, donc je lui montrais un petit peu comment ça fonctionnait. Enfin bref, voilà, on va pas s'embêter avec ça. Mais vous voyez ici, vous avez toutes les infos. Donc ici, il vous dit les périphériques ci-dessus ont des fichiers système Linux, etc., etc. Donc vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Par défaut, vous laissez tout cocher. Ici, vous choisissez, voilà, est-ce que vous voulez faire un instantané quotidien, c'est-à-dire que eh bien vous allez en faire un tous les jours par exemple, ou est-ce que un toutes les heures, mais bon là ça va faire ramer un peu la machine quand même, hein, hebdomadaire ou mensuel. En général, moi, si vous faites pas trop d'installation, désinstallation de logiciels, de choses comme ça, hebdomadaire, ça va très bien, voire mensuel éventuellement. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de
de problème. Amorçage, c'est quand vous lancez le système, bah, hop, il vous fait une capture tout simplement. Et après, vous décidez, par exemple, en quotidien, combien il va m'en sauvegarder. Ça veut dire que si j'ai un plantage aujourd'hui, est-ce que je vais pouvoir revenir un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours en arrière, voilà, ou plus, ça on peut mettre, mais plus vous en mettez, plus ça prend de la place sur votre disque. En général, si vous mettez hebdomadaire et que vous mettez 3 ou 5, par exemple, ça fait quand même revenir 3 à 5 semaines en arrière, c'est largement suffisant. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui bidouillait beaucoup, qui créait beaucoup ou qui installait beaucoup de fichiers, de trucs comme ça, bah, je vous conseille évidemment le quotidien. Mais attention, encore une fois, si vous avez un SSD, un disque dur, on va dire génération actuelle, récente, eh bien vous risquez de l'user beaucoup plus si vous faites en horaire par exemple, parce qu'il va écrire systématiquement des données, d'accord. Moi je pense que l'équilibre c'est plutôt ça, si vous êtes un utilisateur normal, voilà, c'est moi qui choisis, hein, c'est moi qui vous dis ça, mais après ça n'a aucune valeur légale évidemment, puisque on peut conseiller une voiture à quelqu'un, mais on peut pas dire cette même voiture elle convient à tout le monde, hein. On est tout à fait comme ça, c'est comme ça que ça marche. Donc moi je vais faire hebdomadaire par exemple ici, et puis je vais faire suivant. À partir de là il va me dire bah tiens qu'est-ce que vous voulez, etc., etc. Donc là vous voyez, exclure tous les fichiers, donc là on va laisser comme ça, et ici il va nous faire le tout, fermer la fenêtre pour quitter et c'est paramétré. Bien sûr, évidemment, Time Shift, vous le retrouvez également ici, hein, quand vous tapez Time Shift, il est là, donc à tout moment vous pouvez changer tout cela. Vous pouvez créer votre premier instantané, restaurer un instantané, supprimer un instantané, parcourir, paramétrer, comme vous voulez. Donc paramètres, ça vous redonnera exactement les paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Ok. Donc l'avantage, c'est que bah, vous allez ici, si jamais vous voulez faire quelque chose, et vous tapez donc Time Shift et vous le récupérez. Alors je vous donne une astuce, ça peut servir hein, pour ceux qui se disent ah, comment je fais pour le mettre sur le bureau et tout ça. Si on vous fait ça par exemple, étrangement, il me l'a mis. D'accord. Bon, ok, très bien, parfait. Sinon, je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus simple. Hein. Par exemple, si on reprend Time Shift ici, Time Shift, vous faites un petit clic droit dessus et vous pouvez l'ajouter directement au bureau. Plaf. Et là, bon, il me dit qu'il existe déjà, donc forcément, il va pas pouvoir le faire. Okay. Donc on recommence ici, clac, je clique n'importe quel programme, donc on était sur Time Shift, un petit clic droit et je peux l'ajouter au bureau si j'en ai envie. Vous voyez, c'est beaucoup plus, c'est très rapide, c'est exactement comme sur Windows, ça ne devrait pas vous changer. Ok, donc ça c'est important, ça c'était pour les instantanés, c'est pour votre sécurité. Pour le gestionnaire de pilote, là aussi, on va vous demander, si vous voulez vérifier régulièrement, etc., etc. Donc là, vous allez lancer et il va rechercher automatiquement les pilotes spécifiques à votre ordinateur. Il va les chercher tout seul, hein, donc voilà, c'est un peu comme sur Windows, normalement ça les met à jour tout seul et vous n'avez pas trop de soucis. Sauf que sur Windows, ça marche pas toujours à 100%. Donc là, vous laissez faire les choses et vous attendez que ça se fasse. Ça peut prendre un petit peu de temps, évidemment, selon le matériel que vous avez. Bon, on va le laisser faire. Vous avez aussi le gestionnaire des mises à jour. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire à quelle fréquence vont être mises à jour votre ordinateur, les paquets, vous allez pouvoir définir un petit peu tout ça. Alors, je vous le montre maintenant, regardez où ma souris est actuellement, je vais la glisser tout simplement vers la droite de l'écran en bas, et vous voyez ici vous avez un petit bouclier, et ce petit bouclier en fait, eh bien il vous dit tout simplement, voilà, quand il y a un petit rond rouge en bas là, eh bien vous avez donc des mises à jour à faire. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez sur le gestionnaire des mises à jour. Exactement comme si j'avais cliqué ici. Clac, je clique et ça m'emmène sur le gestionnaire des mises à jour. Alors avant de vous présenter l'intérieur et comment ça fonctionne, eh bien vous voyez que vous devez paramétrer les choses. Ok, comme ça vous allez pouvoir choisir les mises à jour de sécurité, les mises à jour logicielles, etc., etc. Donc c'est bien expliqué, c'est en français, il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Ici on va faire valider et on va attendre quelques instants. Et là il est en train de rechercher un petit peu les mises à jour. Donc il est en train de regarder tout ce qu'on a et il va nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Là, par exemple, il me dit qu'il y a une nouvelle version de gestionnaire de mise à jour qui est à jour. Donc, je vais pouvoir faire la démo. Donc, j'appuie sur appliquer la mise à jour. Ou bien on peut ici cliquer sur installer les mises à jour. C'est au choix. Ici, forcément, je vais devoir mettre mon mot de passe, voilà, parce qu'on doit toujours mettre un mot de passe, donc dès qu'on télécharge quelque chose, c'est plus sécurisé. Et à partir de là, il est en train de préparer les mises à jour, de mettre à jour et tout ça. Et ça se fait tout seul, après je ne touche à rien, vous voyez. Donc on va le laisser faire. Vous pouvez avoir ici la vue détaillée si vous le souhaitez, hein, pour voir un petit peu ce qu'il est en train de faire. C'est pratique, notamment pour avoir les pourcentages, hein. Mais voilà, à une époque, il fallait rentrer soi-même dans les lignes de code pour pouvoir faire des choses. Et aujourd'hui, voilà. Donc là, il est en train de me mettre à jour mon gestionnaire, mon logiciel qui me sert
servir à gérer les mises à jour. Et après, voilà, là maintenant, il me dit effectivement, voilà, toutes les mises à jour qu'il y a, etc. Donc je peux installer les mises à jour et je vais pouvoir donc avoir des choses qui vont être mises à jour très régulièrement. Alors ce qu'il faut savoir, la différence entre Linux et Windows, c'est qu'en fait ça fonctionne par paquet. Linux, c'est-à-dire que globalement on va dire que chaque logiciel est indépendant et donc Linux il va parfois vous dire bah tiens vous avez une mise à jour de Brave, une mise à jour de Timeshift, une mise à jour de LibreOffice par exemple, et puis la fois d'après il vous dira tiens vous avez une mise à jour de Linux, etc. Donc votre logiciel, pardon pas votre logiciel mais votre système d'exploitation Linux, il va tout simplement normalement maintenir à jour vos différents logiciels. Après certains ne seront peut-être pas mis à jour, ça dépend de la spécificité, mais l'immense majorité seront mis à jour automatiquement, ce qui vous donne à la fois la possibilité d'avoir une sorte de confiance, hein, parce que bah, c'est mis à jour, et puis ensuite eh bien, vous pouvez utiliser aussi ces mises à jour pour être beaucoup plus en sécurité, puisque les failles sont comblées au fur et à mesure. Donc dès que vous voyez un petit rond rouge ici en bas à droite, à côté de votre petit bouclier, eh bien ça veut dire qu'il y a une mise à jour à faire et qu'il va falloir la faire, tout simplement. Alors moi je ne vais pas la faire ici, puisque sinon ça va nous prendre un petit peu de temps. Parfait. Donc on a vu les mises à jour, les paramètres système, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on arrive ici sur un petit condensé des fameux paramètres système que je vous ai présenté en tout début d'émission. Donc là c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a, mais c'est vrai que si par exemple votre langue est en anglais, ben, vous tapez langue. Alors du coup il faudrait le taper en anglais, hein, sinon ça marche pas si évidemment votre système est en anglais. Mais voilà, vous cherchez 2 secondes sur internet depuis votre smartphone, comme on dit langue dans d'autres pays, et vous allez pouvoir retrouver tout ça. Voilà, non, c'est plutôt pratique et c'est vrai que ça va vous permettre de gérer un peu tout ça. Si on ouvre langue, vous voyez, moi ici je suis bien dans l'interface de mon système d'exploitation en français, la région je suis bien localisé en France et ici en France également, et on peut appliquer tout ça à tout le système ou bien on peut appliquer simplement à certains logiciels dans certains cas. Voilà, donc vous avez ça et enfin vous avez ici donc la Logitech. Alors la Logitech elle met énormément de temps à s'ouvrir, donc je vais l'ouvrir, on y reviendra tout à l'heure, mais la Logitech c'est quoi? Eh bien c'est un petit peu une sorte, comme votre Google Play Store par exemple, ou l'App Store si vous êtes sur iOS par exemple, sur votre smartphone, vous avez un magasin avec plein d'applications. Et bien là dans Logitech, alors c'est pas toutes les applications qui existent, hein. Il y en a tout plein que vous pouvez télécharger sur internet qui sont pas dessus ni rien, mais vous en avez, et celles qui sont dedans, elles sont compatibles à 100% avec votre système. Donc comme ça vous êtes tranquille, ça fonctionne bien avec votre Linux Mint. Ok, donc on peut le lancer. Et on va voir en fait un petit peu à quoi ça correspond tout à l'heure, mais ça prend un petit peu de temps parce que c'est la première utilisation, du coup ça doit mettre en cache, donc ça doit télécharger les images, les descriptions, les liens, etc., etc. Donc on va le laisser faire. Et puis enfin, vous avez le pare-feu ici qui permet de contrôler et de surveiller le trafic réseau en activant le pare-feu. Donc là aussi vous faites lancer. Pareil, comme c'est quelque chose de sensible, vous mettez directement votre mot de passe ici, vous faites authentifier et à partir de là, eh bien vous allez avoir votre pare-feu qui va s'ouvrir. Évidemment, comme je suis en train de faire travailler mon ordinateur par la Logitech entre autres, hein, qui est en train de s'ouvrir, ah ben le pare-feu est là, ça y est. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ça rame. Donc vous pouvez tout simplement ici paramétrer, si vous êtes une entreprise, si c'est quelque chose de public ou tout simplement de domestique. Généralement, vous, ce sera un ordinateur domestique. Donc ici, ça vous explique rapidement et en français s'il vous plaît comment ça fonctionne, hein. Donc ça c'est plutôt bien. Et une fois que c'est fait, eh bien vous allez pouvoir définir des règles pour lui dire bah tiens, ça il a le droit, ça il n'a pas le droit, etc. Et donc vous voyez que ici, donc état il est éteint, donc je vais accuser ou plutôt allumer mon état. Ok, ah oui, ça y est, il le veut. Et ici, après, je peux accepter ou refuser les entrants et tout ça. Et je peux lui définir des règles également. Alors, hop. Ah oui, forcément, j'ai appuyé plusieurs fois, il était en train de ramer, donc ça traîne un peu. Voilà. Donc ici, vous voyez, autoriser, refuser, rejeter, etc. Donc on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Pareil pour les entrants. C'est-à-dire que si vous refusez d'avoir Internet, par exemple, hein, eh bien vous pouvez refuser tout et ça va tout refuser. Voilà. Donc ici, moi, je vais bien mettre autoriser les entrants. C'est important. Parce que sinon je vais pas pouvoir avoir Internet et je vais pas pouvoir avoir des choses qui viennent d'Internet, mais je vais pouvoir avoir
par exemple aller sur certains sites puisque c'est sortant. Hein. Donc ouais, c'est assez compliqué. Et ici vous avez vos règles. Voilà, par défaut il n'y a pas de règles, mais vous pouvez après ajouter les règles que vous souhaitez. Et donc ça c'est important. Par exemple, tel logiciel a le droit d'aller sur Internet, mais tel logiciel n'a pas le droit. Par contre, il a le droit de recevoir des trucs, etc. Donc on peut vraiment choisir ce qu'on veut. C'est exactement la même chose que sur Windows, sauf que l'interface est peut-être un petit peu plus claire. Voilà. Donc après c'est vous qui choisissez. Ici vous avez un rapport de ce qui existe, de ce qui est fait. Et puis un petit journal également qui vous dit bah tiens, c'est activé, désactivé, autorisé, etc. Donc comme ça, si jamais il y a une modification que vous n'avez pas validée, bah, vous pouvez toujours voir à quoi ça correspond votre pare-feu. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Alors ils disent pas tout ici. Hop, ici on a pour la documentation, découvrir les nouvelles fonctionnalités. Ici on a les notes de mise à jour, l'aide bien sûr, hein, pour des salons de discussion si vous souhaitez avoir de l'aide. Il y a des forums internet également. Et puis si vous souhaitez contribuer, alors contribuer soit de manière financière, soit en mettant du code et tout ça, vous pouvez le faire évidemment en contactant tout ça. Parfait. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était la Logitech. Hein, on y était tout à l'heure. Bah, ça y est, elle est lancée, ma Logitech. Donc, vous voyez, c'est comme ça avec les choses en vedette. C'est les choses les plus réclamées par les gens. Hein. Donc, vous avez Blender, par exemple, qui est pour faire du montage avec des effets spéciaux en vidéo. Telegram, bien sûr, la fameuse application qui vous permet de communiquer de manière chiffrée, beaucoup plus que WhatsApp, par exemple. Même si WhatsApp, effectivement, existe ici. Alors, il s'appelle pas forcément WhatsApp puisque c'est propriétaire. Mais du coup, vous avez ce qu'on appelle des wrappers, hein, des logiciels qui soit utilisent la fonction directement de WhatsApp via une API, donc un wrapper, soit des logiciels qui font la même chose mais qui utilisent le réseau WhatsApp aussi. Voilà. Après chacun choisit comme il veut. Audacity pour faire du montage audio, VLC par exemple, et puis vous avez plein d'autres possibilités comme PDF Arranger, FileZilla, Obsidian que je vous ai déjà présenté, Darktable que je vous ai présenté également sur la chaîne. Vous voyez, c'est plein de choses. Et voilà. Alors là, vous en avez plein. Hein. Ça, c'est les plus courants en fait qui sont mis ici. Mais vous avez ici des catégories avec énormément et beaucoup plus de choses aussi. Voilà, vous avez une petite barre de recherche tout en haut ici qui vous permet tout simplement de rechercher tout ce que vous voulez. Par exemple, ici j'ai pas vu 7zip, hein, mais on va regarder tout de suite s'il est là. Donc si je mets 7zip par exemple, ah oui, il m'a peut-être pas pris le 7 ici, tac, 7zip. Donc il recherche dans le dépôt. Alors encore une fois, moi je fais une capture d'écran, donc c'est un petit peu long sur mon internet, mais voilà, il est là, hein, donc 7zip ici. Donc on va pouvoir le télécharger si on en a envie, et donc on fait à peu près ce qu'on veut. Donc on peut cliquer dessus, hein, bien sûr, et là ça nous met sur la fiche. On a une fiche qui nous explique les choses. Alors souvent la fiche est en anglais, hein, ça malheureusement on ne pourra pas le traduire, mais voilà, à partir de là, bon bah moi je vois qu'il est déjà installé, donc j'ai pas besoin d'installer plus. Mais voilà, par exemple si on voulait installer VLC, je clique dessus, vous voyez, et là à nouveau j'ai ma fiche avec ici traduit en français, donc ça c'est plutôt bien, et je vais pouvoir ici en haut à droite cliquer sur installation, tout simplement. Ici, installer ou mettre à jour. Donc voilà, moi je vais tout simplement installer. Je vais mettre mon mot de passe. Il faudra le mettre à chaque fois, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, vous voyez, installation du paquet. Installation, donc ça prend quelques instants, hein, c'est vraiment aussi rapide que sur Windows ou aussi lent que sur Windows, ça dépendra évidemment de votre système, hein. C'est vrai que si on est sur un système performant de base, ça ira beaucoup plus vite avec une bonne connexion internet, mais sinon bon bah ça risque de prendre un petit peu de temps évidemment. Voilà, donc ici, vous voyez, c'est fini, c'est lancé ou c'est supprimé. On peut désinstaller ainsi de cette manière-là. Donc on peut l'arrêter ici, par exemple, on le retrouve directement dans notre menu, ici dans Applications, et on va pouvoir aller dans Web Multimédia, et il est passé ici. Pareil, un petit clic droit ici, par exemple, ajouter au bureau, et je retrouve évidemment mes penates. Vous avez ici des petits raccourcis tout en bas à gauche pour tout simplement réduire toutes les fenêtres ouvertes. Hop, donc ça nous les met exactement ici. Hein, donc ça nous les réduit, voilà. Vous avez Firefox qui est là, voilà, et c'est pareil, si vous voulez l'ouvrir et le mettre sur le bureau, bah, vous cherchez ici Firefox, ok. Alors les designs des icônes ont été revus, hein, donc c'est pas le design dont vous avez l'habitude sur Windows ou autre, mais c'est exactement le même à l'intérieur, évidemment, c'est pour la version Linux. Et puis vous avez ici le terminal, et puis enfin ici vous avez le gestionnaire de fichiers, hein, hop, voilà. Et ça ressemble évidemment à ça. Alors vous avez peut-être un autre design, ça dépend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de ce que vous avez choisi comme couleur de bureau ou comme interface, hein, voilà, vous avez plusieurs modèles, plusieurs styles. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup cette interface, je la trouve très reposante,
très sympathique, voilà. Et donc ici vous avez tout ce qu'il faut. Alors ce qui est plutôt pratique, c'est que si vous avez des disques comme ceux de Windows et tout ça, vous pouvez les monter et parcourir dessus, mais on verra ça dans d'autres vidéos évidemment. Je vous ai déjà fait un article sur Patreon, justement comment partager un disque entre Windows et Linux pour qu'on puisse récupérer les données d'un côté ou de l'autre. C'est sur Patreon évidemment, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Mais voilà, vous avez ça. Et une dernière chose que je voulais vous montrer, alors je ne sais pas si j'allume Firefox, ce qui va me le faire tout de suite ou pas, mais vous avez ce qu'on appelle un trousseau. Un trousseau, c'est valable depuis très très longtemps sur Linux. C'est une sorte de gestionnaire de mots de passe en réalité. Vous allez avoir un mot de passe et puis après dedans vous allez stocker de manière chiffrée tous les autres mots de passe que vous allez sauvegarder, garder, etc., etc. Du coup, en fait, vous allez forcer sur la sécurité du mot de passe principal, celui du gestionnaire de mots de passe, du trousseau, et ça vous permettra tout simplement d'avoir quelque chose de sécurisé. C'est inclus depuis très longtemps sur Linux Mint. Alors, il y en a un par défaut, mais vous pouvez très bien en télécharger un autre. Je vous mets des vidéos d'ailleurs dans la description qui vous montreront comment on peut en installer un. Alors, pas forcément sur Linux, mais voilà, j'ai fait des comparatifs, j'ai fait des choses comme ça. Ok, donc le trousseau de mémoire, est-ce que si je fais trousseau, je vais pouvoir gestionnaire mise à jour? Non. Le trousseau, il s'appelle Horse quelque chose, me semble-t-il. Gestionnaire, voilà, de mots de passe et clés. Voilà. Donc vous cliquez et il s'appelle effectivement Seahorse. Ok, et donc là, vous avez un gestionnaire de mots de passe qui vous permet d'avoir des clés GNUPG. Donc ça, je vous ai déjà mis à quoi ça servait, notamment quand vous utilisez pour chiffrer vos messages, pour crypter vos messages, pour crypter vos emails. Vous pouvez aussi avoir des clés OpenSSH. Et puis bien sûr, vous avez la connexion à tout ça. Donc vous pouvez créer un trousseau, des trousseaux, plusieurs trousseaux, bien sûr les exporter. Alors généralement, ce que vous exportez ici, vous les mettez par exemple sur une clé USB, c'est chiffré, donc ça craint pas grand chose, il n'y a personne qui va pouvoir récupérer le fichier, enfin si, ils vont pouvoir récupérer le fichier, mais ils vont pas pouvoir entrer dedans, sans avoir la clé, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas avec ça, c'est plutôt sécurisé, ça fonctionne plutôt bien. Et puis comme ça, si jamais un jour vous changez d'ordinateur, vous revenez sur un Windows, ou vous changez par exemple de gestionnaire de mots-clés, de mots de passe, pardon, et dans ce cas-là, vous allez tout simplement pouvoir vous amuser en important votre fichier ou en l'exportant, voilà, pour récupérer vos données d'un système sur l'autre. Voilà, ça peut être une bonne idée également. Là aussi, il suffit simplement d'ajouter de nouveaux éléments et vous allez en avoir besoin. Et notamment pour vous connecter à vos comptes sur Internet. Ça vous permet de vous connecter automatiquement à votre mail, vous permet de vous connecter éventuellement directement à votre banque, etc., etc., ou à vos réseaux sociaux. Voilà un petit peu donc pour ce premier tour, pour ceux qui viendraient d'installer Linux et qui se posent des questions. Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Est-ce que je peux faire ce que je veux? Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez paramétrer comme vous voulez et vous allez pouvoir aussi découvrir tout un univers, parce que finalement ça ressemble quand même énormément à Windows, faut pas s'embêter non plus là-dessus, Windows et macOS. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des ingénieurs chez macOS et des ingénieurs chez Windows qui réfléchissent en disant tiens, là ce serait plus ergonomique de faire ça, et puis après vous avez ceux qui font Linux qui disent ouais nous on est d'accord avec ça, on va faire la même chose, ça va nous éviter les frais de recherche, sauf que eux ils le développent par derrière, mais vous voyez on peut tout à fait lancer LibreOffice, ça pose aucun problème là-dessus et ça fonctionne exactement de la même manière. Donc vous voyez, c'est plutôt quelque chose de cool et ça fonctionne très bien. Donc là, on le laisse se lancer et je me retrouve avec un LibreOffice tout à fait comme les autres. Voilà, on peut même les mettre à jour, on fait ce qu'on veut, voilà. Donc après, c'est vous qui voyez. Donc ça change pas grand-chose. On a bien ici, vous voyez ici donc les trois petites clés habituelles pour minimiser, pour agrandir et pour fermer. Donc ça, c'est pas un souci. Vous l'avez aussi de ce côté-là sur Linux Mint. Alors certaines versions de Linux l'ont de ce côté-là. Ça dépend. C'est comme on veut en fait. Et là, après, vous faites comme vous voulez, tout simplement. Ok, donc ça c'était pour la première chose. Si vous avez aimé, vous mettez hashtag Linux Mint. Si vous avez appris des trucs, c'est parfait, vous mettez un petit commentaire aussi. Si vous avez envie de tester, si vous n'osez pas, tiens, ça peut être très intéressant, si vous n'osez pas y passer, si vous avez une machine et vous dites ouais mais bon, j'hésite entre racheter une nouvelle machine ou conserver la mienne et peut-être la passer sous Linux, etc. Posez-moi des questions, tout ça, ça me donnera des idées de tutos, ça me donnera aussi l'occasion de peut-être vous guider main à main si vous avez des angoisses,
des besoins, des choses, si vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez besoin de voir comment ça fonctionne à l'utilisation quotidienne et tout ça, voilà, c'est exactement comme un Windows ou comme un Mac OS, hein, ça fonctionne exactement pareil, donc faut pas stresser. L'avantage de Linux Mint que j'aime, c'est effectivement qu'il ressemble beaucoup à Windows, c'est parfait pour débuter, et puis après il est fait sur Debian, donc Debian, ça c'est une grande famille, en fait vous avez différentes famille de Linux, vous avez tout ce qui est Arch, tout ce qui est Debian, tout ce qui est machin, et en fait dedans découlent plein de petites versions puisque chacun crée ses propres versions, et dans Debian par exemple vous avez Debian de base, vous avez Ubuntu, vous avez bien sûr Mint, vous en avez plein comme Zorin OS, etc., etc. Et donc en fait voilà, vous avez chaque développeur, chaque chef de projet, entre guillemets, il a ses petites idées et puis il crée des trucs comme ça. Moi, ce que j'aime sur Mint également, c'est qu'on peut utiliser assez facilement d'ailleurs des applications qui sont en APK. APK, c'est donc les applications pour smartphone Android. N'oublions pas qu'Android, c'est un Linux à la base. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qu'on peut faire qui sont vraiment très sympathiques et on aura peut-être sûrement l'occasion de voir ça dans une prochaine vidéo. À l'intendant, pensez à liker, pensez à vous abonner et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.